6 miles sur une route goudronnée. Cela représente 2 heures de marche. Mais au milieu d'une tempête de neige historique dans le territoire d'Ironwood, avec une visibilité nulle et une température descendant à moins 30 degrés Celsius, 6 miles équivalent à une condamnation à mort, surtout lorsque vous traînez un poids mort de 108 kg. Seraphina Cross ne savait pas que le loup mourant qu'elle avait trouvé en train de se vider de son sang dans la neige était Florence Blackwood, le roi alpha impitoyable qui avait conquis la moitié du continent. Elle savait juste qu'il était lourd. Il avait été empoisonné. Et si elle s'arrêtait de bouger, ils seraient tous deux gelés comme des statues au matin. Voici l'histoire vraie de l'Oméga solitaire, qui a défié les lois de la physique et la politique de la meute pour sauver un monstre, et comment ce monstre a fini par mettre le monde à genoux pour la revendiquer. Le vent ne hurlait pas dans la nature sauvage d'Ironwood. Il criait. C'était un son qui déchirait les pins et faisait vibrer les eaux même des montagnes. Pour Seraphina Cross, une Oméga de 23 ans vivant en exil volontaire, ce son était généralement un avertissement lui enjoignant de rester à l'intérieur de sa cabane fortifiée. Mais ce soir-là, le vent transportait autre chose, une odeur. Elle était faible, enfouie sous l'odeur métallique de l'ozone et de la glace. Mais pour le nez sensible d'une Oméga, elle était indubitable. Du cuivre, de la pourriture, de l'aénitum, de l'aconite. Seraphina ajusta la sangle de son lourd parka en toile, ses bottes crissant dans les 60 centimètres de neige fraîche tombée depuis midi. La plupart des Omégas étaient faits pour la vie domestique, pour le foyer et la famille. Mais Seraphina était une erreur de la nature. C'est du moins ce que lui avait dit son ancienne meute, le Silver River Syndicate, avant de la chasser. Elle était trop vive, trop calme et beaucoup trop endurante pour une vie tranquille. Elle le trouva à 5 kilomètres à l'est de sa propriété, près du bord gelé et déchiqueté d'Echo Creek. Ce n'était pas seulement un loup. C'était un tank recouvert d'une fourrure noire comme la nuit, recroquevillé en position fétale, à moitié enfoui dans une congère. Sa taille impressionnante était terrifiante. Un alpha, un primat, à en juger par la largeur de ses épaules et la densité de son pelage. Mais la neige autour de lui n'était pas blanche. C'était un mélange de sang rouge et de bile noire. Seraphina s'approcha prudemment, serrant son couteau de chasse. Les loups solitaires étaient courants aussi loin au nord, et un solitaire mourant était dangereux. « Hé !» appela-t-elle, sa voix emportée par le vent. « Si tu vas me tuer, fais-le maintenant. Je suis gelé. » Le loup ne bougea pas. Il ne grogna même pas. Seraphina s'agenouilla, ses genoux s'enfonçant dans la neige fondue. Elle retira un gant et pressa sa main nue contre le flanc du loup. La chaleur qui se dégageait de lui n'était pas normale. Il avait une forte fièvre, comme un fourneau biologique en surchauffe. Elle examina la blessure sur son arrière-train. C'était une entaille profonde et irrégulière, probablement causée par une lame dentelée, mais les bords de la chair bouillonnaient d'une mousse verte malsaine. Du poison pour loup modifié. Le truc militaire. Le genre qui ne se contentait pas de neutraliser le loup, mais qui pourrissait l'humain à l'intérieur. « Tu es loin d'un hôpital, mon grand », marmonna-t-elle en claquant des dents. Elle avait deux choix. Le laisser là. La nature l'emporterait dans l'heure qui suivait. Le poison arrêterait son cœur ou le froid ferait cesser le fonctionnement de ses organes. C'était le choix intelligent, le choix sûr. Amener un alpha de cette taille dans son sanctuaire était suicidaire. Mais Seraphina regarda les yeux du loup. Ils étaient entr'ouverts, juste une fente. Ils n'étaient pas d'un jaune sauvage comme ceux d'un renégat fou. Ils étaient d'un bleu cobalt perçant et lucide, et ils étaient terrifiés, non pas par la mort, mais par l'échec. « Bon sang !» siffla-t-elle. Elle décrocha le traîneau de survie qu'elle traînait derrière elle, un toboggan en plastique très résistant, généralement réservé au transport des carcasses d'élan. « Ça va faire mal », l'avertit-elle. Il lui fallut 20 minutes d'efforts pénibles pour le hisser sur le traîneau. Il était tout en muscles, dense et lourd. Elle dut utiliser un système de levier avec une corde jetée par-dessus une branche de pin basse pour soulever suffisamment le haut de son corps et glisser le traîneau en dessous. Une fois qu'il fut attaché, Seraphina transpirait malgré la température inférieure à 0. Ses muscles lui faisaient mal. Puis commença la marche, 10 kilomètres. Le GPS à son poignet clignota puis s'éteignit. La batterie avait été vidée par le froid. Elle dut naviguer à l'aide de sa mémoire et du contour des arbres.
Le premier kilomètre fut sous l'effet de l'adrénaline. Le deuxième fut sous l'effet de la détermination. Au troisième kilomètre, la tempête de neige s'intensifia jusqu'à devenir un voile blanc. La corde s'enfonça dans sa taille, lui écorchant la peau à travers 3 couches de vêtements thermiques. Chaque pas était une bataille contre la physique. Le traîneau s'est accroché à des racines. Il s'est enfoncé dans la neige molle. À 2 reprises, le loup a été pris de convulsions, ses mâchoires massives claquant dans le vide alors que le poison réécrivait son système nerveux, manquant de renverser le traîneau. « Reste avec moi !» a-t-elle crié par-dessus le vent, sans savoir pourquoi elle s'en souciait. « Ne t'avise pas de mourir après que je t'ai traîné jusqu'ici sur cette crête vertigineuse. » Au kilomètre 8, Sarafina entra dans un état second. C'était une réaction physiologique dont elle avait entendu parler, où le corps cesse d'enregistrer la douleur et devient simplement une machine. Marcher, tirer, respirer, marcher, tirer, respirer. Sa vision se rétrécit. Elle ne sentait plus ses orteils. Elle savait logiquement que ses joues étaient en train de geler, mais la sensation était lointaine, comme si cela arrivait à quelqu'un d'autre. Le loup gémit. C'était un son grave et pathétique qui n'aurait pas dû provenir d'une créature de cette taille. Elle s'arrêta et se retourna. Le loup tremblait violemment, la fièvre laissant place à l'hypothermie. Le poison était en train de gagner. Sarafina tituba jusqu'au traîneau. Elle s'effondra sur lui. Enfouissant son visage dans sa fourrure rugueuse et ensanglantée. « Je ne peux pas, » murmura-t-elle. « Je ne peux pas bouger. » Elle ferma les yeux. Il serait si facile de dormir ici. Juste une petite sieste. Non, cette pensée était vive, étrangère. Ce n'était pas sa voix. Sarafina allaita, les yeux grands ouverts, la connexion mentale. Elle était faible, fragile comme une mauvaise connexion radio. Mais elle était là. Ce loup n'était pas seulement un alpha. Il était assez puissant pour forcer une connexion télépathique avec un étranger alors qu'il était comateux. « Lève-toi. » Autoritaire, croissa-t-elle, se forçant à se mettre à genoux, même mourante. « Tu es autoritaire. » Elle attrapa la corde. Elle hurla, un rugissement primitif de défi qui résonna dans le vent hurlant, et jeta son poids en avant. Le traîneau bougea. Le dernier kilomètre prit 2 heures. Lorsque la silhouette de sa cabane apparut enfin à travers le tourbillon blanc, Sarafina ne ressentit aucun soulagement. Elle ne ressentait rien. Elle traîna le traîneau sur la rampe menant à son porche renforcé, ouvrit la porte d'un coup de pied et traîna l'alpha à l'intérieur. Lorsque la chaleur de la cabane les envahit, le loup poussa un long soupir tremblant et s'affaissa. Sarafina verrouilla la porte, glissa le long du mur et fixa la bête massive qui saignait sur son tapis. « Tu ferais mieux d'en valoir la peine, » murmura-t-elle. Puis l'obscurité l'envahit. Sarafina se réveilla avec l'odeur du bois brûlé et une douleur sourde et lancinante dans tout son corps. Elle était allongée sur le sol. Elle s'était évanouie pendant, elle regarda l'horloge murale. 4 heures. La panique la saisit. Le loup. Elle se releva précipitamment, les jambes tremblantes comme de la gelée. Le loup était là où elle l'avait laissé, mais il avait changé. La transformation forcée s'était produite pendant son sommeil. L'énorme bête noire avait disparu. À sa place, allongé nu et tremblant sur son tapis taché de sang, se trouvait un homme. Et pas n'importe quel homme. Sarafina avait été isolée pendant 3 ans, mais elle recevait toujours les actualités grâce à son Internet par satellite. Elle connaissait ce visage, cette mâchoire anguleuse, cette cicatrice qui traversait le sourcil gauche, cette présence brutale et imposante même au repos. Florence Blackwood, le roi alpha de l'Alliance occidentale, le boucher des Badlands. « Oh mon Dieu !» murmura Sarafina en reculant jusqu'à ce qu'elle heurte le comptoir de la cuisine. « J'ai kidnappé le roi. S'il mourait ici, sa meute, la garde Obsidian, mettrait le monde sens dessus-dessous pour le retrouver. Et lorsqu'il trouverait son corps dans sa cabane, il se moquerait bien qu'elle ait essayé de le sauver. Il sentirait son odeur sur lui et l'exécuterait pour régicide. Elle devait le sauver. Non plus par gentillesse, mais par instinct de survie. Elle passa en mode triage. Sarafina n'était pas médecin, mais vivre seule dans la nature sauvage exigeait un certain niveau de compétence médicale. Elle le traîna, il était encore lourd comme un humain, mesurant près de 1,95 mètres, avec des muscles denses sur un matelas qu'elle avait tiré près du poêle à bois. La blessure à sa cuisse était horrible.
La chair était grise, les veines autour devenaient noires. Bon, Votre Majesté, marmonna-t-elle en attachant ses cheveux, ça va être pénible pour nous deux. Elle attrapa sa trousse médicale et un pot de son propre remède maison, un mélange de copeaux d'argent broyé, de miel brut et de charbon de bois. C'était un vieux remède oméga que sa grand-mère lui avait enseigné. La médecine moderne traitait le poison des loups avec des produits synthétiques. La médecine ancienne le traitait en extrayant le poison. Elle stérilisa un scalpel. Il devait couper la chair nécrosée. Lorsque la lame toucha sa peau, Florence tendit brusquement le bras et lui saisit le poignet avec une force telle qu'elle risquait de lui broyer l'os. Il ouvrit grand les yeux, bleu cobalt, dilatés. « Traîtresse sauvage !» grogna-t-il d'une voix rauque et cassée. « Lâche-moi ou tu perdras ta jambe » dit Sarafina, la voix tremblante mais le regard fixe. « C'est moi qui t'ai sorti de ce banc de neige, idiot. Si je voulais ta mort, je t'aurais laissé aux coyotes. » Florence la fixa du regard. Sa vision était floue, il voyait par intermittence. Il vit un petit visage pâle d'épuisement, de grands yeux gris et une cicatrice sur son menton. Elle ne sentait pas comme une ennemie. Elle sentait les aiguilles de ping, les vieux livres et la peur. Il lâcha son poignet et s'affaissa en arrière, la tête heurtant l'oreiller. « Fais-le. » Les 6 heures qui suivirent furent un cauchemar de sang et de vapeur. Sarafina travailla sans relâche. Elle excisa la partie nécrosée, remplit la plaie d'un mélange de charbon et la sutura. Elle lui fit avaler de force de l'eau mélangée à des électrolytes. Elle recouvrit son torse de neige pour faire baisser la fièvre, puis l'enveloppa dans des couvertures en laine lorsque les frissons commencèrent. À l'aube, la tempête de neige était passée, laissant le monde extérieur enseveli sous un mètre de silence. À l'intérieur, le seul bruit était le crépitement du feu et la respiration saccadée de Florence. Sarafina était assise dans le fauteuil en face du matelas, un fusil sur les genoux. Elle ne prenait aucun risque. Vers midi, il se réveilla complètement. Cette fois, il ne se débattit pas. Il passa de l'inconscience à l'éveil total en une fraction de seconde. Il s'assit, grimaçant lorsque les pointes de suture tirèrent, et balaya la pièce du regard. Son regard se posa sur Sarafina. « Où suis-je » demanda-t-il. Ce n'était pas une question, c'était un ordre. « Territoire d'Ironwood, secteur 7. »« Ma cabane » répondit Sarafina sans bouger de son fauteuil. « Qui êtes-vous » Sarafina croisa les bras. « Je ne suis personne. » Florence baissa les yeux vers sa jambe, inspectant son travail. Il suivit du doigt les sutures nettes et serrées. Il renifla le puce. Il la regarda, le visage impassible. « Vous m'avez porté, » constata-t-il. « Mon loup, se souvient-il, la neige, la corde. Tu m'as traîné, je t'en prie. Pourquoi? Pourquoi m'avoir sauvé? Tu sais qui je suis. Je sais que tu es Florence Blackwood, dit-elle. Je sais que tu as taxé à mort les routes commerciales et que tu as exécuté l'alpha de la meute Crimson l'année dernière. » C'était un esclavagiste, dit Florence froidement. Je n'ai pas dit qu'il ne le méritait pas, rétorqua Sarafina. Je t'ai sauvé parce que je n'aime pas voir des cadavres dans mon jardin. Ça attire les ours. Pour la première fois, un éclair d'amusement traversa le visage du roi. Il adoucit les traits sévères de sa bouche. Les ours, répéta-t-il. Et elle ajouta doucement, en regardant ses mains, parce que personne ne mérite de mourir seul dans la neige, pas même un roi. L'atmosphère dans la pièce changea. L'agressivité de Florence s'estompa, remplacée par une curiosité calculatrice. Il prit une profonde inspiration, inhalant l'odeur de la cabane. Elle était modeste, rustique, mais propre. Et son parfum était apaisant. Il calma la bête enragée qui sommeillait en lui et qui luttait encore contre des vestiges du poison. « Ma meute, » dit Florence, « je dois les contacter. »« Cale, mon bêta, il doit savoir que je suis en vie. » Sarafina se raidit. « Ton bêta? Cale Thorne? Oui. Alors nous avons un problème, dit Sarafina en se levant et en se dirigeant vers la fenêtre. Elle pointa vers l'est où l'on pouvait entendre au loin le faible bourdonnement d'un drone. « À cause du poignard que j'ai retiré de ta jambe. » Elle fouilla dans sa poche et jeta une lourde lame dentelée sur le matelas à côté de lui. Le blason de la famille Thorne était gravé sur le manche. Florence fixa la lame. Le sang se retira de son visage, le laissant gris. La trahison le frappa plus durement que le poison. Cale, son frère d'armes, son second.
Il ne t'a pas seulement empoisonné, Florence, dit Serafina d'une voix sinistre. Il te traque, et à en juger par ce drone, il vient de nous trouver. Le drone planait devant la vitre givrée comme un insecte géant bourdonnant. C'était un appareil de surveillance militaire, élégant et noir mat, du genre utilisé pour suivre des cibles de grande valeur dans les combats urbains, et non pour scanner des élans dans la région sauvage d'Ironwood. « Baisse-toi », siffla Serafina en armant le canon d'un fusil. « Si c'est Cale qui a envoyé ça », gronda Florence, se forçant à rester debout malgré ses jambes tremblantes. « Une équipe d'intervention n'est pas loin derrière. Nous devons partir. Nous ne pouvons pas les semer dans cette neige. »« Pas avec ta jambe », conta Serafina, ses yeux scrutant le périmètre de sa propriété. « Et ils ne sont pas venus pour discuter. Ils sont venus régler une affaire en suspens. » Le drone plongea soudainement. Un réseau laser rouge balaya l'intérieur de la cabane. Une seconde plus tard, la vitre vola en éclats. Serafina ne broncha pas. Elle s'y attendait. Il y a 3 ans, lorsque le syndicat Silver River l'avait exilée, elle ne s'était pas simplement recroquevillée pour mourir. Elle s'était préparée au jour où le monde tenterait de lui prendre le peu qui lui restait. « Cuisine !» cria-t-elle en poussant le roi Alpha vers le fond de la pièce. Une grenade vola à travers la fenêtre brisée et tomba bruyamment sur le sol. Flashbang! Serafina renversa la lourde table en chaîne d'un coup de pied juste au moment où la grenade explosait. Le bruit était assourdissant, une pression brûlante qui lui fit claquer des dents, mais la table les protégea du pire de l'explosion. Ils font irruption. Florence rugit. Son instinct lui criait de se transformer, d'égorger ses adversaires, mais les résidus de poison anti-loup dans son sang rendaient la bête en lui lente et apathique. Il était prisonnier d'un corps humain qui semblait fait de plomb. La porte d'entrée explosa vers l'intérieur. Des éclats de bois se transformèrent en shrapnel. 2 silhouettes vêtues d'un camouflage hivernal blanc et de gilets tactiques firent éruption. Ce n'étaient pas des loups. C'étaient des mercenaires humains. Cale était intelligent. Il savait qu'envoyer des loups tuer un roi alpha était risqué. La biologie rendait difficile pour un loup d'attaquer un primat. Les humains n'avaient pas cette inhibition. Serafina surgit de derrière la table, mais elle n'hésita pas. Elle tira avec le fusil de chasse. La gerbe de plomb atteignit le premier mercenaire à la poitrine, le soulevant de terre et le projetant en arrière sur le porche. Le deuxième mercenaire leva un fusil d'assaut. Florence bougea. Ce fut un tourbillon de violence. Malgré sa blessure, il se jeta par-dessus la table, utilisant son élan pour plaquer l'homme au sol. Il s'écrasait en contre le poil en fonte. Florence ne comptait pas sur ses griffes. Il utilisait un combat au corps à corps brutal et efficace. Il enfonça son coude dans la trachée de l'homme, écrasant le cartilage dans un craquement écœurant. Le mercenaire s'effondra, haletant pour reprendre son souffle, en vain. Il y en aura d'autres. Florence haletait, appuyée lourdement contre le mur, le front couvert de sueur. Sa jambe saignait à nouveau à travers les bandages. « Trapur !» ordonna Serafina. Elle attrapa un sac à dos dans le coin, son sac de survie, et repoussa d'un coup de pied un tapis dans le garde-manger. Sous celui-ci se trouvait un lourd anneau de fer. Elle le souleva, révélant une chute sombre et étroite. Elle menait à la cave à légumes, qui débouchait sur le lit du ruisseau à environ 50 mètres au nord. « Allez-y, je ne vous laisserai pas couvrir l'arrière », grogna Florence, sa fierté à fleur de peau. « C'est vous la cible, votre majesté », cria-t-elle en le poussant vers le trou. « Si vous mourrez, Cale gagne. Si je meurs, personne ne s'en souciera. Allez, bougez !» Florence la regarda vraiment. Ses cheveux étaient en bataille, son visage était maculé de suie, et elle donnait des ordres au prédateur le plus puissant du continent, comme à un chiot indiscipliné. Et pour la première fois depuis des années, Florence ressentit autre chose qu'un calcul froid. Il ressentit du respect. Il se glissa dans la chute. Serafina le suivit, s'arrêtant seulement pour prendre un pistolet lance-fusée sur l'étagère et, surtout, une bonbonne de propane qu'elle utilisait pour son réchaud de camping. Elle ouvrit la valve, laissant le gaz s'échapper dans la pièce, puis jeta une boîte d'allumettes enflammée sur le sol avant de plonger dans l'obscurité. Ils se précipitèrent dans le tunnel souterrain, l'odeur de la terre humide et des racines emplissant leurs narines. Au-dessus d'eux, des bottes lourdes crissaient sur le plancher de la cabane. « La voie est libre, à droite »,
Cible, pas en vue, cria une voix au-dessus d'eux. Je sens une odeur de gars, reculez. Boum! L'explosion fut étouffée sous terre, un bruit sourd qui fit tomber de la terre du plafond du tunnel, mais l'onde de choc les propulsa en avant. Sarafina se précipita hors du tunnel vers le lit gelé du ruisseau, entraînant Florence avec elle. Elles se retournèrent. Sa cabane, son sanctuaire, sa maison depuis 3 ans, étaient en feu. Les flammes léchaient le ciel gris, envoyant un panache de fumée noire visible à des kilomètres à la ronde. Sarafina fixait la structure en feu. Elle serra les mâchoires, mais ne pleura pas. Les larmes étaient un gaspillage d'eau. « Tu as tout perdu, » dit Florence doucement, en regardant le reflet du feu dans ses yeux. « J'ai perdu une maison, » corrigea-t-elle en tournant le dos aux flammes. « J'ai gardé ma vie, et apparemment, j'ai gardé la tienne aussi. Ça fait 1-0 pour nous. » Elle vérifia le chargeur de son fusil. « Nous devons partir. La fumée va attirer toutes les patrouilles dans un rayon de 30 kilomètres. Et si Cale nous suit, il saura que nous sommes passés sous terre. »« Où allons-nous » demanda Florence. Il boitait fortement maintenant, l'adrénaline s'estompant, laissant place à la douleur brûlante du poison. « Il y a un poste de garde forestier à Black Peak, » dit Sarafina en pointant du doigt la chaîne de montagnes qui se profilait au loin. « Il y a une radio à ondes courtes, une vieille technologie. Cale ne peut pas la brouiller. Nous pourrons appeler à l'aide. C'est à 16 kilomètres en montée, » fit remarquer Florence. « Alors nous ferions mieux de nous mettre en route, » dit-elle en lui offrant son épaule. Florence hésita, puis passa son bras lourd autour d'elle. Il s'appuya sur elle et elle ne céda pas. Ils avancèrent ensemble, telle une créature à 3 pattes trébuchant dans la neige, laissant derrière eux les débris brûlants de son passé. La nature sauvage se moquait bien de la politique. Elle se moquait bien des rois ou des omégas. Elle ne se souciait que des calories et de la chaleur. Et Sarafina et Florence étaient à court des deux. Après 4 heures de marche vers Black Peak, le silence entre eux était pesant. Le terrain était brutal. Des pentes raides recouvertes de glace glissante cachées sous des couches trompeuses de poudreuse. Chaque pas était une négociation avec la gravité. Florence se détériorait. Le traitement initial que Sarafina lui avait administré n'était qu'un palliatif, pas un remède. Le poison du loup était toujours dans son organisme, luttant contre son facteur de guérison accéléré. Sa peau était brûlante au toucher. Pourtant, il tremblait violemment. « Arrête !» haleta Florence, les genoux fléchissants. Il glissa le long du tronc d'un séquoia massif, la poitrine haletante. « J'ai besoin d'1 minute. » Sarafina regarda sa montre. Il était 15 heures. La nuit tomberait dans 1 heure. « On ne peut pas s'arrêter ici, » dit-elle, bien que sa voix ait perdu son ton sec de tout à l'heure. Elle était épuisée, elle aussi, porter le poids d'un roi alpha, tant physiquement que métaphoriquement, épuisait ses réserves. Elle regarda autour d'elle. Il se trouvait dans un fourré dense. Il offrait une certaine protection contre le vent, mais pas suffisamment pour la nuit. « Pourquoi étais-tu seule ici ?» demanda Florence, les yeux fermés, la tête penchée en arrière contre l'écorce. « Tu as les compétences d'une sentinelle, pas d'une oméga. Pourquoi la meute de Silver River t'a-t-elle exilée? » Sarafina se raidit. Elle s'affaira à casser des branches mortes pour faire un petit feu sans fumée. « Est-ce important? »« C'est important pour moi, » gronda Florence. « Je te confie ma vie. Je veux savoir qui tu es. » Sarafina s'arrêta, une brindille craquant entre ses mains gantées. Elle le regarda. Le roi avait l'air épuisé, pâle, en sueur, vulnérable. C'était une facette de lui que le monde n'avait jamais vue. Les tabloïds l'appelaient le loup de fer. À cet instant, il ressemblait à un homme qui avait peur de mourir avant d'avoir pu réparer ses erreurs. « Je n'ai pas de loup, » dit Sarafina, le mot ayant un goût de cendre dans sa bouche. Les yeux de Florence s'ouvrirent. « J'ai les gènes, » continua-t-elle d'une voix neutre. « Je peux sentir, je peux entendre. Je guéris un peu plus vite qu'un humain, mais je ne peux pas me transformer. Je ne me suis jamais transformé. Ma louve est là. Je la sens parfois comme une ombre, mais elle ne veut pas sortir. L'alpha de Silver River, Marcus, a dit que j'étais une impasse génétique, un gaspillage de ressources. Il a dit que je ne pouvais pas produire de petites formes si je ne pouvais même pas me transformer. Il m'a donc donné 24 heures pour quitter le territoire. Florence écouta, le visage assombri. Autrefois, les loups sans loups étaient protégés,
considérés comme des guérisseurs. Mais dans les structures de meute hyper compétitives modernes, ils étaient souvent rejetés. Marcus est un imbécile, grogna Florence. Se transformer ne fait pas de toi un loup. C'est la survie qui fait de toi un loup. Tu m'as traîné sur 10 kilomètres. Tu as fait exploser ta maison pour effacer nos traces. Tu as plus d'alpha dans ton petit doigt que Marcus dans tout son conseil. Sarafina sentit une vague de chaleur lui monter au cou. Et ce n'était pas à cause du froid. C'était rare, non, c'était sans précédent d'entendre quelqu'un la valider, encore moins un roi. Bon, elle détourna la conversation en allumant le petit tas d'Amadou. Marcus est également en train de faire face à une grave infestation dans ses casernes du Sud, donc le karma fonctionne de manière mystérieuse. Florence eut un petit rire sec. Tu es au courant? J'entends des choses, j'observe. Elle fit fondre de la neige dans une petite tasse en éteinte au-dessus du feu. Tiens, bois. L'eau chaude t'aidera à lutter contre les frissons. Il prit la tasse, ses doigts effleurant les siens. Une étincelle électrique et vive jaillit entre eux. Florence se figea. Sarafina retira sa main comme si elle s'était brûlée. Ce n'était pas le claquement fulgurant d'un lien d'accouplement qui exigeait que les deux loups soient en pleine santé et en résonance, mais c'était le précurseur, l'électricité statique, la reconnaissance biologique que leurs âmes étaient incompatibles. Florence la fixa par-dessus le bord de la tasse. Le bleu de ses yeux s'intensifia, tourbillonnant d'une possessivité soudaine et intense. Le poison avait supprimé ses sens, mais ce contact avait dissipé le brouillard. Sarafina, dit-il, sa voix descendant d'une octave, grondant dans sa poitrine. Non, murmura-t-elle en reculant de l'autre côté du feu. Tu délires. C'est la fièvre. Je sais ce que c'est que la fièvre, dit Florence avec intensité. Et je sais ce que c'est que ça. Tu l'as ressenti aussi. Je suis un exilé, Florence. Et tu es le roi de l'Ouest. Il n'y a pas de nous. Il n'y a que moi qui essaie de te conduire à une radio pour que tu puisses retourner à ton palais et que je puisse retourner à ce qui reste de ma vie. Tu crois que je vais te laisser ici? Demanda Florence, la colère brillant dans ses yeux. Après ça, je pense que tu n'auras pas le choix. Kell n'essaie pas seulement de te tuer pour prendre le trône. Il le fait parce que le conseil est faible. Si tu reviens avec un oméga sans loup comme compagnon, ils te mangeront tout cru. Tu as besoin d'un lunaire qui soit un guerrier, un métamorphe, quelqu'un avec une lignée. C'est moi qui décide de qui j'ai besoin. Grogna Florence. Il essaya de se lever pour réduire la distance entre eux, mais sa jambe se déroba à nouveau. Il heurta le sol violemment et gémit. Sarafina fut instantanément à ses côtés, les mains sur ses épaules pour le stabiliser. « Arrête! Tu déchires les points de suture. Alors arrête de me repousser, souffla-t-il en agrippant ses bras. Il était proche maintenant. Trop proche. Elle pouvait sentir son odeur sous le sang et la sueur. Pluie et cèdre. C'était enivrant. « Je ne te repousse pas, dit-elle doucement, ses défenses s'effondrant. J'essaie de te garder en vie. L'énergie que tu dépenses à discuter est de l'énergie que tu n'as pas. » Florence la regarda, son regard se posant sur ses lèvres, puis revenant vers ses yeux. Il se pencha, son front reposant contre le sien. Quand j'aurai retrouvé mes forces, Sarafina croisa les bras. Nous finirons cette conversation. Reprendre d'abord des forces, répondit-elle, le cœur battant contre ses côtes comme un oiseau pris au piège. Ils restèrent ainsi un moment, deux parias au centre d'un monde gelé, trouvant de la chaleur dans le frottement de leur survie commune. Puis un son brisa l'intimité, un hurlement. Ce n'était pas le hurlement solitaire d'un loup gris, c'était un son mécanique coordonné, un hurlement synthétique utilisé par les chasseurs pour débusquer leur proie. Sarafina s'écarta, éteignant le feu avec une poignée de neige. Ils ont trouvé notre piste. « À quelle distance? » demanda Florence, sa voix reprenant son ton autoritaire. « Tout près, répondit-elle en scrutant l'obscurité grandissante. Et cette fois, ils n'utilisent pas de drone. C'étaient des chiens de chasse. Modifie le plan, dit Florence. Nous ne pouvons pas atteindre le poste des gardes forestiers. Pas avec des chiens à nos trousses. Ils nous rattraperont sur la pente dégagée. Il y a un ancien camp de bûcherons dans la vallée, dit Sarafina, son esprit parcourant rapidement sa carte mentale du territoire. C'est un point d'étranglement, un pont étroit, un ravin escarpé. Si nous pouvons traverser le pont et le faire tomber, nous les couperons la route. Montre-nous le chemin, petite loup, dit Florence. Ils s'enfoncèrent dans la nuit.
Mais au fur et à mesure qu'ils marchaient, la dynamique avait changé. Ils n'étaient plus seulement des survivants. Ils formaient une unité, et Florence Blackwood ne se battait plus seulement pour reconquérir son trône. Il se battait pour la femme qui le soutenait. La tension dans l'air s'intensifiait à chaque kilomètre. Le lien se réveillait, et que Dieu vienne en aide à quiconque tenterait de le rompre. Le campement forestier était un cimetière de machines rouillées et de baraquements effondrés, envahis par la neige implacable. Il était situé au bord de la gorge du Mort, un précipice de 90 mètres où une rivière gelée tourbillonnait sur des rochers déchiquetés. Le seul moyen de traverser était le Widowmaker, un pont suspendu construit il y a 50 ans pour le transport des camions de bois. Il était constitué de câbles d'acier et d'épaisses planches de bois désormais glissantes à cause de la glace et pourries à cause de la négligence. Là, Sarafina haletait, pointant du doigt la structure oscillante éclairée par la faible lumière de la lune. Derrière eux, les aboiements des chiens changèrent de tonalité. Ils avaient trouvé une nouvelle piste. Ils étaient proches. Florence était à bout de force. Le poison du loup s'était infiltré profondément dans ses muscles, provoquant des crampes atroces à chaque pas. Sa vision se réduisait à des points lumineux. Seule la main de Sarafina, agrippée à sa ceinture, le tirant physiquement vers l'avant, le maintenait debout. « Si nous traversons, ils nous suivront, » dit Florence en serrant les dents pour supporter la douleur. « Pas si le pont n'est plus là, » répondit Sarafina d'un ton sinistre. Ils atteignirent le bord de la gorge. Le vent y était violent, soufflant à travers le canyon et faisant balancer le pont de manière incontrôlable. Les câbles gémissaient sous le poids de la glace. « Allez-y !» l'encouragea Sarafina en le poussant vers la première planche. « Gardez votre centre de gravité bas. Ne regardez pas en bas. » Florence posa le pied sur le pont. Celui-ci trembla sous son poids. Il agrippa le câble d'acier glacé, les jointures blanchies. Chaque pas était une lutte pour garder l'équilibre. Le vent essayait de l'arracher de la structure. Sarafina le suivait de près. Son fusil en bandoulière, elle gardait les yeux rivés sur la lisière de la forêt derrière eux. Ils étaient à mi-chemin lorsque le premier chien surgit des bois. C'était une énorme bête de chasse génétiquement modifiée, les yeux rougeoyants sous l'effet des stimulants de combat. Il s'arrêta brusquement au bord de la gorge, aboyant furieusement. Puis les hommes apparurent, 6 d'entre eux lourdement armés. Et au centre, flanqué de 2 gardes du corps imposant, se tenait Cale Thorne. Cale était tout ce que Florence n'était pas. Mince, raffiné, beau comme un politicien, il portait une combinaison tactique d'un blanc immaculé qui semblait absurde dans la réalité crue de la nature sauvage. « Florence !» cria Cale par-dessus le vent, sa voix amplifiée par un mégaphone. « Regarde-toi ramper dans la neige comme un chien battu traîné par un exilé. C'est pathétique. » Florence s'arrêta au milieu du pont oscillant. Il se retourna lentement, ses yeux bleus brûlant d'une haine qui transperçait le brouillard de poison. « Cale, tu n'as pas eu le courage de finir le travail toi-même. »« Je vais le finir maintenant, » répondit Cale d'un ton calme. « Éloigne-toi de la fille, Florence. Saute. Épargne-toi l'humiliation d'être abattu par des mercenaires. La meute a besoin d'un chef fort, pas d'un chef qui se fait tuer par un poignard empoisonné dans un bordel. C'était une réunion diplomatique, rugit Florence, le mensonge blessant son honneur. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Cale ricana, il fit signe à ses hommes. Tuez l'Oméga en premier, laissez-le regarder. 3 fusils se levèrent simultanément. Baisse-toi, hurla Florence, essayant de se jeter sur Sarafina pour la protéger. Mais Sarafina ne se baissa pas. Elle avait calculé ce moment depuis qu'ils avaient quitté la cabane. Elle savait qu'ils ne pourraient pas échapper aux balles. Elle savait que Florence était trop faible pour se battre. Le seul atout dont il disposait était le terrain. Alors que les mercenaires visaient, Sarafina fouilla dans la poche de son parka et en sortit le pistolet lance-fusée qu'elle avait récupéré. Elle ne visa pas les hommes, elle visa directement le pont lui-même. Les planches de bois du Widowmaker avaient été traitées il y a des décennies avec du créosote, un conservateur de goudron de huile hautement inflammable. Au fil des ans, l'huile s'était profondément imprégnée dans le grain du bois. « Brûle !» murmura-t-elle en appuyant sur la gâchette. La fusée siffla, laissant derrière elle une traînée rouge aveuglante qui s'incrusta dans les épaisses poutres de soutien juste sous leurs pieds. Pendant une seconde, rien ne se passa.
Puis le bois imprégné d'huile ancienne s'enflamma dans un grand bruit. Le feu ne se contenta pas de brûler. Il explosa, alimenté par l'accélérant et attisé par les vents du canyon. « Elle est folle !» cria l'un des mercenaires en baissant son arme alors que les flammes se propageaient le long des planches vers les ancrages des deux côtés. « Bouge, Florence !» hurla Sarafina en le poussant violemment vers l'autre côté. La chaleur était intense, leur brûlant le visage. Ils parcoururent les derniers 15 mètres, le pont se désintégrant littéralement sous leurs bottes. Derrière eux, le feu atteignait la travée centrale. Cale regarda avec horreur son chemin vers le trône se transformer en un ruban de feu dans le ciel nocturne. « Tirez sur eux maintenant !» cria-t-il, perdant complètement son sang-froid. Les balles sifflèrent autour d'eux, ricochant sur les câbles d'acier. L'une d'elles effleura l'épaule de Florence, mais il la sentit à peine. Ils plongèrent sur la rive enneigée de l'autre côté de la gorge juste au moment où les câbles de soutien principaux, ramollis par la chaleur intense, se rompirent dans un bruit de canon. L'ensemble de la structure, les flammes, le bois et l'acier, s'effondra dans l'abîme en contrebas. Le silence s'abattit sur la gorge, seulement rompu par le crépitement des débris en feu loin en contrebas et le hurlement du vent. Cale se tenait de l'autre côté, à 50 mètres de distance, mais séparé par un gouffre infranchissable. Son costume blanc immaculé était illuminé par la lueur rouge infernale provenant d'en bas. Son visage était le masque d'une rage pure et impuissante. Florence gisait dans la neige, la poitrine haletante, fixant son traître. Il leva une main tremblante et salua Cale lentement, délibérément. « Tu as raté ton coup, mon frère, » murmura Florence. Sarafina rampait vers lui. Elle tremblait, ses sourcils étaient roussis, l'adrénaline chutait brutalement. « Nous avons gagné un peu de temps, dit-elle d'une voix creuse. « Mais maintenant, nous sommes piégés de ce côté de la chaîne de montagne. Nous n'avons ni nourriture ni abri, et tu es toujours en train de mourir. » Florence leva les yeux vers elle, la lumière du feu se reflétant dans ses yeux, se mêlant au bleu cobalt profond. Il tendit la main et prit la sienne. Sa prise était faible, mais ferme. « Je ne mourrai pas aujourd'hui, Sarafina, » déclara-t-il, une nouvelle détermination durcissant sa voix. « Le roi est mort, vive le roi. » Ils trouvèrent un refuge dans une grotte calcaire peu profonde à 5 kilomètres de la gorge, à l'abri du vent. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était sec. Cette nuit-là fut un tournant. La fièvre atteignit des niveaux dangereux. Florence se débattait dans son délire. Son corps menait une guerre au niveau cellulaire. Le poison du loup essayait d'arrêter son cœur. Sa physiologie alpha essayait de brûler le poison. Sarafina ne pouvait rien faire d'autre que le maintenir au sol. Elle s'allongea sur lui, utilisant la chaleur de son propre corps pour l'empêcher de se refroidir pendant les convulsions, lui murmurant des mots réconfortants à l'oreille, tandis qu'il grognait les noms de personnes mortes depuis longtemps et de batailles livrées depuis longtemps. Peu avant l'aube, les convulsions cessèrent. Florence s'immobilisa. Sa respiration, qui était superficielle et saccadée, s'approfondit. Elle devint lente, rythmée, puissante. La chaleur insupportable qui se dégageait de sa peau se refroidit. Sarafina, épuisée au-delà de toute mesure, s'était assoupie, la tête posée sur sa poitrine. Elle se réveilla au son d'un bruit. Boum, 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 son cœur. Il battait fort, régulier comme un tambour de guerre. Elle s'assit. La faible lumière de l'aube filtrait dans la grotte. Florence la regardait. Le changement était saisissant. Le teint gris avait disparu, remplacé par une couleur saine. Les cernes sous ses yeux s'étaient effacées. Même la blessure à sa jambe, lorsqu'elle la vérifia, était déjà cicatrisée, un processus qui aurait dû prendre des semaines. Le roi était de retour. « Depuis combien de temps ?» demanda Florence. Sa voix n'était plus rauque. Elle était profonde, veloutée et forte, une voix qui commandait des armées. « 2 jours depuis que je t'ai trouvé, » murmura Sarafina, se sentant soudain très petite dans l'espace exigu de la grotte. Le pouvoir qui émanait de lui était intense, presque suffocant. Florence s'assit, étirant ses épaules massives. Le mouvement était fluide, prédateur. Il la regarda et l'intensité de son regard lui coupa le souffle. L'électricité entre eux n'était plus seulement une étincelle. C'était un bourdonnement dans l'air. « Tu es resté, dit-il. C'était une déclaration d'admiration. Je n'avais nulle part où aller. »
Elle détourna le regard. Maintenant qu'il allait mieux, la réalité de leur situation lui apparut dans toute son ampleur. Il était le roi Alpha. Elle était une exilée sans meute qui avait détruit son seul foyer. Leur alliance temporaire était terminée. Florence tendit la main, sa grande main enserrant son menton, la forçant à le regarder. Son toucher était doux, ce qui était surprenant pour un homme capable d'une telle violence. « Ne fais pas ça, » ordonna-t-il doucement. « Ne minimise pas ce que tu as fait. Tu as bravé une tempête de neige, un poison conçu pour tuer les primes et l'escouade de la mort de Cale Thorne. Il n'y a pas un seul guerrier dans ma garde qui ait ton courage, Seraphina Cross. J'ai juste fait ce qui devait être fait. Et maintenant, je vais faire ce qui doit être fait, » dit Florence, le regard durci, passant de la tendresse à un froid calcul. « Cale pense que je suis piégé de ce côté de la montagne. Il va retourner à la citadelle pour revendiquer le trône avant que la nouvelle de son échec à me tuer ne se répande. Il a besoin que le Conseil ratifie son leadership. Il dira que tu es morte dans l'incendie du pont, » supposa Seraphina. « Exactement. Il jouera le rôle du second en deuil, contraint de prendre le commandement. » Florence se leva, sa tête effleurant le plafond de la grotte. « Nous devons rentrer avant la cérémonie de ratification dans 2 jours. » « Nous ne pouvons pas contourner la chaîne de montagne en 2 jours, » dit Seraphina, remettant son esprit pratique au travail. « Et nous n'avons aucun moyen de communication. » Un sourire lent et dangereux se dessina sur le visage de Florence. « Nous n'avons pas besoin de parcourir la chaîne de montagne, ni de moyens de communication modernes. » Il se dirigea vers l'entrée de la grotte et regarda la nature sauvage recouverte de neige. Il ferma les yeux et prit une profonde inspiration, se recentrant. Puis il se laissa aller. Le changement fut instantané et violent. Des bruits d'os qui craquaient et se remodelaient, de muscles qui se déchiraient et se reconstituaient à une vitesse impossible. Seraphina se plaqua contre le mur du fond de la grotte, observant la scène avec une crainte révérentielle. À la place de l'homme se tenait désormais un monstre. Il était énorme, pesait facilement 4 tonnes au garrot. Sa fourrure était d'un noir de jet, épaisse et brillante, absorbant la lumière. Ses griffes avaient la taille de poignards recourbés, déchirant le sol calcaire. Il tourna son énorme tête vers elle. Ses yeux étaient toujours du même bleu cobalt perçant, le grand loup de l'Ouest. Il souffla, un nuage de vapeur s'élevant de son museau. Il la regarda, puis tourna brusquement la tête vers l'entrée. Une invitation. Seraphina hésita. C'était un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire dans sa forme la plus pure. Mais en regardant dans ses yeux bleus, elle vit l'homme qu'elle avait soigné pendant sa fièvre. Elle s'avança et posa une main tremblante sur l'épaisse fourrure rugueuse de son cou. Elle était incroyablement douce. « Fais-moi confiance. » La voix dans sa tête était désormais claire comme de l'eau de roche. La connexion mentale était pleinement établie, résonante et indéniable. Le loup s'abaissa au sol, lui permettant de grimper sur son large dos. Elle agrippa sa fourrure, enfonçant ses mains profondément dans la chaleur. « Accroche-toi bien, petite louve », gronda sa voix dans son esprit. « Nous avons un royaume à reconquérir. » Il se lança hors de la grotte. La course était un tourbillon de vitesse et de puissance qui défiait la compréhension de Seraphina en matière de biologie. Florence ne se contentait pas de courir. Il dévorait le paysage. Il sautait par-dessus des gouffres, déchirait les profondes congères comme un chasse-neige et naviguait sur les pentes traîtresses avec une agilité impossible. Ce qui leur avait pris 2 jours de lutte acharnée ne prit que 6 heures au grand loup. Ils contournèrent le pont brûlé et traversèrent la rivière gelée plusieurs kilomètres en aval, où la glace tenait bon sous son poids. Ils longèrent les abords des villes, restant dans les bois profonds, comme des ombres passant dans la nuit. À l'aube du 2e jour, ils atteignirent les faubourgs d'Obsidian City, la capitale forteresse de l'Alliance occidentale. La ville était en deuil. Des drapeaux noirs flottaient sur les gratte-ciels imposants. Les immenses panneaux d'affichage numérique qui affichaient habituellement les cours du marché, où les actualités de la meute étaient noires, ne montrant que l'écusson d'obsidian, une tête de loup noir sur un bouclier argenté traversé d'une seule bande blanche. Le signe d'un alpha déchu. « Il n'a pas perdu de temps pour t'enterrer », murmura Seraphina en glissant du dos de Florence à l'abri de la forêt dense qui bordait les limites de la ville. Florence se transforma en loup. Il se tenait nu dans la neige, insensible au froid.
son corps rayonnant de puissance et de fureur. Il regardait la ville qui était son héritage, désormais drapée dans son linceul funéraire prématuré. « Nous avons besoin d'Elias, dit Florence en enfilant les vêtements de rechange que Sarafina avait mis dans son sac à dos, trop petits et trop serrés à la poitrine. Mais ils feront l'affaire. Mon gamin, il contrôle les défenses de la ville. Si Cale ne l'a pas encore purgé, c'est notre moyen d'entrée. Comment l'atteindre sans alerter le réseau de surveillance de Cale? Il y a une vieille tour de guet sur la crête nord, dit Sarafina, se souvenant de ses cartes. Les gardes forestiers utilisaient des radios VHF analogiques avant la mise en place du système satellite. Si l'équipement est toujours là, les balayeurs numériques de Cale ne capteront pas la fréquence. Florence la regarda, à nouveau impressionnée. « Tu es pleine de surprises. »« Je suis paranoïaque, corrigea-t-elle. »« Ça paye. » Ils arrivèrent à la tour sans être détectés. La radio était ancienne, couverte de poussière, mais Sarafina brancha la batterie de son pistolet laser à fusée éclairante aux bornes. Elle se mit en marche dans un brouhaha de parasites. Florence prit le micro. Il n'utilisa pas le protocole standard. Il prononça une phrase codée connue uniquement de son cercle restreint, qui remontait à leur première campagne ensemble. Ici, Iron Actual, j'appelle Shadow 3. La neige est ensanglantée sur la crête est. Répondez, silence. De longues secondes agonisantes s'écoulèrent. Puis une voix se fit entendre dans le haut-parleur, empreinte d'incrédulité et d'émotion réprimée. Iron Actual. Ici Shadow 3. Confirmez l'authentification. Je répète, confirmez l'authentification. La ville croit que vous êtes mort au combat. Cale est un menteur et un traître. Elias, Florence grogna dans le micro. Je suis vivant et je viens récupérer mon siège. La salle des ancêtres est-elle sécurisée? Négatif. La cérémonie de ratification commence dans 1 heure. Tout le conseil est là. Cale a mobilisé la garde Obsidian pour assurer la sécurité du périmètre. Il fait appel à ses propres mercenaires privés pour assurer la sécurité intérieure. Florence serra les mâchoires. Il ne fait pas confiance à la meute. Tant mieux. C'est sa faiblesse. Elias, j'ai besoin que tu ouvres le tunnel de service de la porte nord dans 20 minutes. Juste pendant 10 secondes. Tu peux le faire pour moi, Alpha? Je vais arracher la porte de ces gonds. Faites-leur vivre l'enfer, monsieur. Florence raccrocha le micro. Il se tourna vers Sarafina. Son expression était terrifiante, mélange d'anticipation et de rage froide. Il est temps de perturber les funérailles, dit-il. Es-tu prête à rencontrer la meute, Sarafina? Sarafina vérifia la charge de son fusil, même si elle savait qu'il serait inutile dans la salle du trône. Ce combat ne se gagnerait pas avec des balles. « Je suis prête, dit-elle, le cœur battant. » Elle n'était plus seulement une exilée. Elle s'apprêtait à entrer dans la fosse aux lions aux côtés du roi. « Reste près de moi, ordonna-t-il d'une voix grave. Il s'approcha d'elle, humant son parfum, s'ancrant avant la violence à venir. « Quand nous franchirons ces portes, tout changera. Il n'y aura plus de retour possible à la cabane dans les bois après cela. »« Je sais, murmura-t-elle en croisant son regard. »« Brûle les bateaux, sourit Florence, l'air sombre et dangereux. Brûle les bateaux. » Le tunnel de service de la porte nord empestait l'ozone et le béton humide, un étroit passage bordé de tuyaux en acier et de câbles bourdonnants qui s'enfonçaient de tous côtés. L'eau goûtait régulièrement du plafond, comptant les secondes. Elias avait tenu sa promesse. La trappe d'entretien était déverrouillée, les capteurs éteints depuis exactement 10 secondes. Florence passa la première, telle une ombre se détachant de l'obscurité. Sarafina la suivit sans un bruit, ses bottes se souvenant de la neige, du silence, de la survie. Elle vérifia son Remington une dernière fois. 3 cartouches. « Le hall est au-dessus de nous », murmura Florence sous l'escalier en colimaçon. Chaque mot se propageait à travers les conduits d'aération. La voix de Cale grondait à travers le métal comme un sermon. Une tragédie qui frappa le cœur de notre alliance. Florence Blackwood était un conquérant, mais aussi un homme détruit par sa propre faiblesse. Il est mort seul dans la neige. Il ne peut pas rien. Et nous ne répéterons pas son échec. La main de Florence se crispa sur la rampe jusqu'à ce que le métal gémisse. « Il condamne vos fidèles », murmura Sarafina. « Elias aussi. »« Il peut toujours essayer », dit Florence, déjà en mouvement. En haute, 2 mercenaires gardaient les portes des coulisses. Ils ne levèrent jamais leurs fusils.
Florence traversa l'espace en un clin d'œil. Un cou se brisa. Une poitrine s'effondra vers l'intérieur. Les corps glissèrent au sol sans un bruit. Il se redressa et regarda Sarafina. Elle était couverte de bleu, maculée de suie, ensanglantée, mais indemne. « Prête ?» demanda-t-il. « Non, répondit-elle en armant le fusil, mais gâchons-lui la soirée. » Florence ouvrit les portes d'un coup de pied. La salle des ancêtres devint silencieuse. Des centaines de loups se tenaient immobiles sous les lustres de cristal et la lumière des torches, tous tournés vers le trône d'obsidienne. Cale était assis là, couronné, suffisant, jusqu'à ce que Florence Blackwood entre dans la lumière. Il avait l'air épouvantable, avec ses vêtements mal ajustés, ses cicatrices récentes, sa barbe poussée dans la douleur, mais son pouvoir se dégageait de lui en vagues suffocantes, forçant les loups moins puissants à baisser les yeux. « Je proteste, » dit Florence calmement. Cale se leva en titubant. « Une ruse! Un métamorphe! Sentez-moi, » dit Florence en s'avançant. La foule s'écarta instinctivement. La mort sent-elle comme ça? Les murmures se propagèrent comme un feu de paille. « Mesurez-le! » hurla Cale. La garde d'obsidienne hésita. « Retirez-vous! » ordonna Florence Villecor. Le capitaine Jax frappa son poing sur sa poitrine. Ordre reçu, Alpha Prime. Les gardes baissèrent leurs armes. Cale craqua. « Mercenaires, tuez-les! » Sarafina ne se cacha pas. Elle s'avança, visa et tira, non pas sur un homme, mais sur le lustre au-dessus du flanc des mercenaires. La chaîne se brisa. Une demi-tonne de cristal s'écrasa, écrasant des corps et explosant dans le chaos. « À moi, » rugit Florence. Il se transforma en plein élan. Le grand loup noir se libéra dans un tourbillon de dents et de fureur. Le hall devint un champ de bataille. Le garde se retourna contre les mercenaires. Des cris résonnèrent sur les pierres. Sarafina se déplaçait à ras des piliers, se battant comme quelqu'un qui refusait de mourir. Elle brisa un nez avec la crosse de son fusil, abattit un autre homme d'une balle qui lui brisa les os. Puis elle vit Cale courir. Elle lâcha le fusil vide et sprinta. Le couloir était étroit. Cale pivota, son poignard brillant. La même lame empoisonnée. « Tu as tout gâché » siffla-t-il. Il bondit. La lame lui entailla le bras. La douleur était brûlante. Il la plaqua contre le mur, le couteau sous la gorge. Florence apparut, couvert de sang et nue. Il se figea. Un pas, haleta Cale, et elle meurt. Sarafina croisa le regard de Florence et secoua la tête une fois. « Non !» Elle attrapa le petit doigt de Cale et le tordit en arrière. L'os craqua. Cale hurla. Elle lui donna un violent coup de tête. « Florence !» Florence se précipita et mit fin au combat à main nue, projetant Cale contre la pierre jusqu'à ce que le couteau tombe et que le corps devienne inerte. Il se précipita vers Sarafina, les mains tremblantes. « Tu es gravement blessé? »« Je vais bien, » murmura-t-elle. Il l'embrassa, désespéré, puis s'écarta lorsque le couloir se remplit de gardes et d'anciens. « Elle ne peut pas être Luna, » dit Lord Stirling faiblement. Florence s'interposa devant elle. « 6 miles, dit-il. Elle m'a porté à travers une tempête de neige. Elle s'est immolée par le feu pour me sauver. Elle s'est sacrifiée pour que je puisse gagner. » Il leva sa main. « Elle est la meute. » L'air explosa. Une énergie dorée jaillit entre eux. Un loup blanc spectral apparut derrière Sarafina, immense et ancien. Les gardes tombèrent à genoux. « Salut à la Luna. » Florence lui sourit, doucement et sincèrement. « Ils attendent, ma reine. Je ne sais pas comment être une reine. Tu n'as pas besoin de savoir, dit-il. Sois simplement toi-même. » Ensemble, ils marchèrent vers le trône. Et voilà, mesdames et messieurs, la légende de Sarafina Cross et du roi Alpha. Elle nous rappelle que la véritable force ne réside pas dans le pouvoir dont on est doté à la naissance, mais dans la volonté de continuer à avancer quand le monde vous dit de vous arrêter. Au final, la file sans loup n'a pas seulement survécu à l'hiver, elle est devenue l'hiver. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment l'algorithme à trouver d'autres auditeurs comme vous. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour ne manquer aucune nouvelle publication. Je publie de nouvelles romances sur les loups-garous et des thrillers dramatiques tous les mardis et vendredis. Faites-moi part de votre avis dans les commentaires. Pensez-vous que Sarafina aurait dû se transformer à la fin
Ou était-il plus puissant qu'elle reste humaine? Je lis tous les commentaires. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.